Alors, je suis totalement pour la peine de mort. Je pense que ça devrait être un non-sujet, c'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on fait croire aux Français que c'est un problème d'être favorable à la peine de mort. On le sait, hein, ça a été mis en place sous Mitterrand, qui a été l'un des meilleurs fossoyeurs de la France, avec Badinter, qui a avancé un certain nombre d'idées que l'on pourrait considérer comme humaniste, c'est-à-dire non, un État démocratique, civilisé, ne doit pas être à l'image de ses pires criminels et causer la mort. Et moi, je suis totalement contre cette idée pour la simple et bonne raison qu'en fait, où sont les droits de l'homme quand il y a la jeune Lola qui est tuée, violée, découpée, placée dans une valise? Où sont les droits de l'homme quand Philippine est tuée et violée dans le bois de Boulogne par nos QTF? Là, il n'y a pas les droits de l'homme. Il n'y a pas de grandes associations, il n'y a pas Amnesty International qui sont là pour dire c'est intolérable le fait que les femmes françaises, les jeunes hommes ou bien même les personnes âgées, toutes les personnes vulnérables connaissent en fait et payent le prix du sang à cause d'un laxisme judiciaire qui est tout à fait pathétique et qui cause des dommages qui sont irréversibles, qui détruisent également des familles. Donc en fait, je ne crois pas du tout en cet argument de c'est pour des grandes idées, parce que tout ça c'est abstrait en fait. On peut parler de grandes idées, nous sommes le pays des droits de l'homme, de l'humanisme, etc. Mais il n'y a pas d'humanisme quand des victimes payent un tribut qui est beaucoup trop lourd et qu'il y a en parallèle des victimes collatérales, notamment les familles, etc. Je rappelle cette citation d'Adam Smith qui est pour moi parfaitement juste. Si vous êtes faible avec les criminels, vous êtes dur avec les victimes, vous êtes cruel avec les victimes. Et aujourd'hui, c'est le cas de la France. Donc, dans le cadre de la peine de mort, je suis totalement favorable. Je pense que les Français, dans leur majorité, seront favorables à la peine de mort. D'ailleurs, Bah là, en tout cas, dans le chat, ils sont tous pour. à l'époque où ça a été mis en place, d'ailleurs, c'était sujet à débat. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de la situation sécuritaire de la France, c'est un sujet qui doit être remis sur le devant de la scène. Et il ne faut pas du tout avoir de malaise à l'idée d'en parler, parce que je pense que dans le privé, il y a beaucoup de Français qui sont favorables à cette idée. Et on va prendre un exemple très simple. Imaginons deux États différents. Donc il y en a un qui décide de mettre en place la peine de mort et l'autre qui décide de la réfuter, de la mettre de côté. Ça n'existe plus, elle a été abolie parce que cet État respecte les droits de l'homme. Donc l'État B, qui a décidé d'abolir la peine de mort, fait une sorte de pari particulièrement cruel qui est le suivant. C'est-à-dire qu'il mise sur la possibilité que des monstres, des individus particulièrement dangereux qui sont impossibles à réinsérer dans la société parce qu'ils sont animés par le mal, et ça c'est l'erreur de la gauche qui part du principe que on n'est pas vraiment mauvais, on ne n'est pas vraiment mauvais, c'est la société qui va nous corrompre et on peut toujours être rattrapé. Il suffit de lire les biographies de certains individus particulièrement monstrueux comme Gérard Schaeffer aux États-Unis, Ted Bundy, pour se rendre compte que ce sont des gens qui ont grandi dans des milieux qui n'étaient pas problématiques et qui étaient animés par le mal et qui étaient irrécupérables, qui ont violé et tué des femmes innocentes. Donc l'État B, qui décide d'abolir la peine de mort, fait le pari de dire il est possible de réinsérer les individus dans la société. Et donc des individus particulièrement monstrueux. Ils font de la prison, ils sont condamnés donc, et ces gens-là finissent par ressortir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien forcément, il y a la possibilité de manière statistique que de nouveau, l'un de ces monstres puisse de nouveau tuer. Donc c'est-à-dire que l'État B qui a aboli la peine de mort a perdu son pari. Et il va forcément le perdre parce qu'il y aura forcément à un moment donné un individu particulièrement monstrueux qui va sortir, qui ne sera pas réinséré et qui va tuer. Maintenant, retournons à l'État A qui décide de mettre en place la peine de mort. Cet État A, il peut le faire d'une manière très intelligente, c'est-à-dire pour des crimes particulièrement monstrueux. Le but, c'est pas d'avoir un excès de zèle et de mettre en place la peine de mort pour un type qui a volé une orange. C'est complètement Bien con, sûr. ça sert à rien, c'est contre-productif et on C'est la sait peine aujourd'hui. capitale. Et là, moi, je balaye toutes ces idées qui est que oui, il peut y avoir des victimes innocentes ou des personnes accusées à tort. Non, c'est faux. Aujourd'hui, avec l'ADN, les caméras de surveillance, on n'est plus au 19e siècle. La criminologie et la science criminelle a évolué d'une manière qui est juste impressionnante et donc aujourd'hui on a largement les moyens de confondre une personne et de prouver qu'elle est coupable par A plus B. Avec le bornage téléphonique, il y a tout un tas de moyens de prouver qu'une personne, avec les aveux aussi,
a été coupable à un moment donné de ce crime particulièrement monstrueux. Donc à partir de là, cet État décide de mettre en place la peine de mort et le serial killer, le serial violeur, est éliminé par la justice française. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a quelque chose de magique pour certains à gauche qui comprendront pas, mais quand on élimine une personne physiquement, il n'y a pas de récidive. Et là, le pari, il est gagnant parce que à la fois, vous avez fait en sorte qu'il n'y ait pas d'individu qui soit accusé à tort et que vous avez des éléments béton qui prouvent par A plus B que l'individu est coupable. Et en plus, il n'y a pas d'innocents qui payeront le prix du sang à cause d'un laxisme judiciaire. Donc, à choisir, pour moi, qu'est-ce qui va le plus dans le sens des droits de l'homme et donc des gens qui sont innocents, c'est l'État A. Parce que l'État A plus de chances de remporter son pari que l'État B. Et c'est ça, en fait. On a affaire exactement à cette problématique, à ce dilemme. Et j'irai plus loin. La seule raison pour laquelle je peux avoir des réserves par rapport à la peine de mort, c'est que dans le cas de certains serial killers qui ont tué par exemple plus de 10 personnes, on sait très bien qu'au regard, après des années qui passent, etc., il peut y avoir des aveux et on peut apprendre le fait, par exemple, Francis Holm, on a appris qu'il avait commis certains crimes des années après son incarcération, etc. Mais soit on met en place un système d'addition des peines, comme je l'ai déjà mentionné à de multiples reprises, où par exemple vous commettez une infraction, vous violez la victime et vous la tuez, donc vous prenez à la fois pour l'infraction le viol et le meurtre, donc vous vous retrouvez avec des peines de 50-60 ans de prison, et là on est sûr qu'on ne vous reverra plus, mais le problème c'est que c'est des coûts majeurs pour la société, on a vu les chiffres. Ou soit vous décidez d'éliminer physiquement la personne par le biais de la peine de mort, et là ça coûtera moins aux contribuables, ça coûtera donc moins à la société, symboliquement justice sera rendue, parce qu'il y a aussi un autre argument qui est sans cesse mis en avant par ceux qui sont contre la peine de mort, c'est le fait que oui, mais le serial killer, le serial violeur en prison, il va avoir le temps de réfléchir à ses actes, il va beaucoup plus souffrir. Non, c'est faux. Il va pas plus souffrir, il va pouvoir mener une vie à peu près normale. On sait que Nordal Lelandais, qui a quand même tué la petite Maïlis, aujourd'hui en prison, il est papa. Il y a une jeune femme qui fait des études de droit, qui a des relations avec lui sexuelles. Donc, en fait, il n'y a absolument pas de problème. J'ai appris d'ailleurs récemment qu'il jouait à la pétanque dans le terrain qui est réservé à cet emplacement dans la prison. Stéphane Ravier doit se frotter les mains. Il ne faut pas imaginer que ces types-là, en prison, c'est pas le bagne. Hein. La prison française, c'est pas le bagne. Donc, à partir de là, il n'y a pas une vraie punition réelle dans le cadre des prisons françaises. Donc, la punition, pour moi, elle doit passer par une élimination physique. Et je finirai sur une chose, c'est le fait que quand vous éliminez quelqu'un qui a commis des crimes particulièrement monstrueux, vous envoyez un message symbolique qui est le suivant, c'est le fait que vous êtes en réalité une société beaucoup plus humaniste parce que vous protégez les victimes, vous considérez que ces gens-là sont extrêmement dangereux et qui doivent être éliminés, et surtout, ça peut éviter, et c'est ce que d'ailleurs, ça se passait notamment pendant l'Ancien Régime, il y avait des exécutions publiques qui étaient organisées, et le problème, c'est que les exécutions publiques, donc la punition était faite devant tout le monde. Tout le monde pouvait voir ce qui vous en coûtait, par exemple, de commettre un crime ou un délit particulièrement grave. Et maintenant, il y a eu en fait un déplacement de la peine ou de la punition qui est passé de l'espace public, où c'était vu de tous, à un espace plus privé, qui est le monde carcéral, le monde de la prison, qui au final est très peu connu de la plupart des Français, et on le sait, ça se passe plutôt bien en prison avec les activités ludiques, récréatives, mais également donc le fait que certains puissent continuer à commettre des méfaits avec leur téléphone portable, en gérant des trafics, etc. Donc il y a eu un déplacement du cadre de la punition d'un espace public à un espace privé. Et donc, les Français ont l'impression qu'il n'y a pas de justice. Et symboliquement, le fait de dire on va remettre en place la peine de mort pour des crimes particulièrement monstrueux, c'est un moyen de dire aux Français désormais, justice sera rendue. Et je rajouterai une chose, on finira par aller vers d'autres drames, c'est-à-dire qu'il y a tellement un déni de justice en France que je suis sûr que dans les années à venir, il va y avoir, par exemple, des parents, des familles de victimes qui, un jour, décideront de faire justice eux-mêmes.
on va vers ça en France, c'est-à-dire des personnes qui vont partir du principe que la justice française est beaucoup trop laxiste et qui donc décideront d'eux-mêmes s'accorder cette violence physique qui normalement est tenue de manière monopolistique par l'État, mais ce ne sera pas toujours le cas parce qu'il y a tellement un sentiment de déni de justice qui n'est d'ailleurs pas qu'un sentiment, qui est une réalité palpable, empirique, qu'on finira par des mouvements comme ça. Et là, par contre, c'est toujours cette logique de tyrannie et de chaos. L'État sera particulièrement dur avec ceux qui décideront de faire justice eux-mêmes, sans se rendre compte que c'est la réaction, c'est le résultat de décennies de politiques laxistes et de faiblesse étatique. Il y aura une répression qui sera extrêmement brutale envers ceux qui demandent de la justice. Et surtout, Louise, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que dans la pyramide des besoins de Maslow, qui est les besoins des êtres humains, le besoin de sécurité arrive en deuxième position après les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, dormir. C'est-à-dire, tu fais pas ça, tu meurs. Et juste après, c'est ce besoin de sécurité. Et à la base du contrat social, qu'est-ce qui fait qu'il y a un État ? En fait, c'est les théories de Hobbes, par exemple, avec le Léviathan, c'est le fait qu'avant qu'il y ait la création d'un État, d'une société avec des règles, un droit, etc., nous vivions dans une forme d'état de nature, une guerre de tous contre tous, qui théoriquement n'a jamais existé parce que les êtres humains ont très vite compris que c'était dans leur intérêt de faire société avec des règles, mais on a accepté de donner à l'État qui allait être créé notre liberté totale pour être soumis à des règles en échange de la sécurité. Donc c'est ça à la base du contrat social et c'est à la base même du fait qu'on paye des impôts pour le régalien, etc. Si ça, on ne le respecte plus, la base du contrat social est rompue.